la dette ou la vie. Alors, Éric Toussaint, voilà des années qu'avec ton CADTM, tu te bats, et t'es pas tout seul, pour abolir la dette du tiers-monde. C'est ça que ça veut dire, CADTM. Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Voilà, depuis des années, tu arpentes la planète du côté du tiers-monde pour expliquer comment et pourquoi ces pays, ces régions sont dominés et vivent dans ce chaos et dans cette misère. Tu as mis en lumière, vous avez mis en lumière le système de la dette. Vous avez mis en lumière le fait que la plupart de ces pays enfoncés payent des dettes qui souvent sont illégitimes ou odieuses et payent surtout les intérêts de ces dettes illégitimes et odieuses. Et vous avez raconté, vous continuez de raconter sans cesse, inlassablement, pays par pays et d'une façon générale, comment tout ça fonctionne, et on se dit, c'est bien qu'ils le fassent. Mais voilà-t-il pas que depuis 2 ans, cette dette du tiers-monde est arrivée ici. C'est-à-dire que avec la crise de 2007-2008, on est passé d'une crise bancaire à une crise des dettes publiques. Et ça commence à taper très fort ici, en Grèce, ces mois derniers, et puis en Italie, et puis auparavant en Irlande. Tout ça est en train d'avancer et commence à préoccuper quand même sérieusement ceux qui s'en croient protégés, comme pour le nuage de Tchernobyl. On pense, nous les autres, les Français, que ça va pas nous arriver. Alors du coup, tout ce travail que vous faites depuis des années, il devient extrêmement précieux parce que ça se rapproche de nous. Jusque-là, il y avait ce qu'on appelle le kilomètre affectif qui faisait que vous faisiez vos bonnes œuvres au loin. Voilà-t-il pas qu'on commence à se tourner vers vous en disant « Expliquez-nous comment ça marche ». Oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est un retour aux sources quelque part. Parce que dans les années 80, j'étais enseignant à la ville de Liège et un plan d'austérité massue nous est tombé dessus lorsque les taux d'intérêt ont explosé au début des années 80 et ont fait que les montants remboursés par la ville de Liège étaient absolument énormes, ce qui a amené le pouvoir de la municipalité à mettre en place une politique d'ajustement avec privatisation massive de services. On est passé d'un personnel municipal de 17 000 travailleurs, incluant les enseignants, le personnel de santé, etc., à un personnel communal maintenant de l'ordre de 7 000. C'est-à-dire que la ville s'est défait de toute une partie importante de son personnel et des services et les a privatisés, remis à d'autres structures, etc. Et on a diminué les salaires très fortement. Donc, en fait, j'ai vécu et j'ai lutté, notamment au niveau du mouvement syndical. On a eu une lutte extrêmement dure avec une grève de 5 semaines, une bataille avec une banque qui est bien connue, qui s'appelle Dexia, et qui est tombée en faillite pour la 2e fois en octobre de cette année. À cette époque-là, ça s'appelait le Crédit Communal. Ça a été ensuite transformé en Dexia, banque franco-belge, pour dénoncer l'action de cette banque. Mais peu importe, simplement pour dire, les années 80, en fait, j'ai démarré sur la question de la dette du Nord. Et puis, j'ai pris conscience que ça touchait très fortement aussi les pays du Sud. Et alors, tu te souviendras peut-être qu'en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française. François Mitterrand a invité le G7 à Paris, à la Bastille, et des personnes comme Renaud Séchant, comme Gilles Perrault ont convoqué une campagne avec une série d'organisations politiques qui s'appelait « Ça suffit comme si ». Et a été adopté l'appel de la Bastille qui disait annulation de la dette des pays du tiers-monde. Et c'est là que on a créé le CADTM, et c'était il y a un peu plus de 20 ans. Alors maintenant, effectivement, quelque part c'est un retour aux sources, pour moi, mais pour la majorité des gens c'est une découverte,
totale, c'est que La majorité des gens d'ici. de la population européenne découvre tout d'un coup que, sous prétexte de faire rembourser une dette publique qui a explosé ces dernières années, à cause de la crise et du sauvetage des banques, notamment, et pour d'autres raisons que je vais dire tout de suite, les gens se rendent compte que la dette publique est le prétexte ou l'argument pour dire il faut l'austérité, l'austérité et encore l'austérité. Ils sont au moins 200 000 à être venus. France 2, Dette, apartheid, colonie, ça se fait pas comme fille. 8 avril 1990. Ils ont écouté attentivement et manifesté leur désapprobation. Pas question pour eux de cautionner une politique d'exclusion à une semaine de la célébration du bicentenaire. Pas question d'oublier la nécessité d'être solidaire des laissés pour compte. Voici 200 ans. Éric Toussaint, reprenons les choses à plat. Comment se constitue une dette publique? Qu'est-ce que c'est que la dette publique? Alors, prenons l'exemple aujourd'hui que vivent les Français, les Belges, tous les habitants de l'Union européenne. En fait, partout, depuis 20 à 25 ans, on a appliqué le même type de politique fiscale qui a consisté à réduire radicalement les impôts payés par les grandes entreprises privées, par les ménages les plus riches. On a multiplié les niches fiscales, les réformes fiscales qui font que les recettes tirées de l'impôt des personnes physiques pour les couches les plus riches, on va parler du pourcent le plus riche ou des 10% le plus riches, c'est vraiment une infime minorité de la population, elle a bénéficié d'allègements absolument massifs. De même que les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40 ont payé en moyenne un impôt réel de l'ordre de 8%. Une petite et moyenne entreprise en France paye du 22% d'impôt. Et le taux légal est supérieur à celui-là. On parle du taux effectivement payé. Donc, grande entreprise et ménages très riches, j'appellerais ça par son nom, c'est la classe capitaliste, a bénéficié d'allègements fiscaux énormes. Ça a diminué les recettes de l'État. L'État, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a augmenté les impôts indirects sur la consommation et les services, la fameuse TVA, que paye principalement la majorité sociale qui a des revenus assez faibles. Tu me diras, mais il paye le même pourcentage de TVA, sauf qu'un riche qui consacre 5% de ses revenus mensuels à bouffer, à se chauffer, à s'éclairer, etc., il va payer une TVA de 15 à 20% sur ça. On va lui diminuer parce qu'il va souvent au restaurant, la TVA sur son restaurant, mais ça représente peu de choses, vu qu'il dépense 5% de son revenu mensuel. Donc du 20% sur 5%, ça nous donne 1% d'impôt sur son revenu, via la TVA. Mais un ménage modeste qui consacre la moitié de son revenu à de la consommation courante et à chauffer, se vêtir, etc., elle va payer aussi du 20%, mais sur 50% ou 60% de son revenu. Donc elle va payer un impôt beaucoup. Alors, mais ça n'a pas suffi d'augmenter la TVA. C'était injuste. Ça n'a pas suffi. Et on a, dès lors, les États ont recouru de plus en plus à la dette publique. Alors là, il y a quelque chose d'absolument vicieux. Les revenus des plus riches augmentent, leurs revenus, les bénéfices des entreprises augmentent, ils augmentent leur patrimoine et leurs revenus. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils achètent des titres de la dette publique. Voilà, parce qu'on aurait pu croire, et c'était l'argument qui était donné à tous ceux qui, comme toi, s'insurgeaient contre ce creusement des inégalités. On dit, mais attendez, on prélève moins d'impôts et ils vont investir. Ils vont investir et on va se développer et on va faire de la croissance et de l'emploi, etc. Donc, vive les réductions d'impôts. Or, effectivement, c'est pas du tout aller à l'investissement productif, c'est aller dans à des dans la finance privée, dans toute une série de produits dérivés des opérations spéculatives. Et puis, ce qui apparaissait comme un investissement sûr et rentable pour les très riches, c'est les titres de la dette publique. Il faut savoir qu'en France, le pourcentage des ménages qui détient des titres de la dette publique, c'est 3% des ménages. Voilà. Et ça représente un infime pourcentage de la dette publique, de l'ordre de 1-2% de cette dette publique. D'accord? L'essentiel de la dette publique, elle est détenue soit par des grandes institutions financières françaises,
des sociétés d'assurance, des banques et d'autres fonds de placement collectif, et puis des sociétés financières étrangères. Donc, première cause de l'explosion de la dette publique, c'est les cadeaux, une réforme fiscale, je dirais, qui a favorisé délibérément une classe sociale. Donc, politiquement, il faut en tirer une conclusion. Cette politique de 25 années est illégitime. Elle ne respecte pas le principe d'égalité et de fraternité, ni d'équité. C'est du favoritisme pur et simple et une inégalité parfaite dans le comportement. On fait des cadeaux aux uns et par ailleurs, on maintient des dépenses publiques dans un carcan important. Maintenant, on passe à une compression des dépenses publiques, mais je parle des 20-25 dernières années. Donc ça, c'est aussi une chose très importante. La dette publique n'a pas du tout augmenté causée par une augmentation des dépenses publiques. C'est totalement faux. La dette publique a augmenté parce que les recettes d'impôts ont diminué et qu'il fallait pallier à la diminution des recettes d'impôts venant des entreprises les plus grosses et des ménages les plus riches. C'est cette partie-là qu'on a diminué. Il fallait pallier à cela par de la dette publique. Donc c'est pas la crise de la dette, d'abord la crise de la recette. Oui, ça c'est la première chose. Deuxième chose alors, c'est 2008. La crise qui avait éclaté en 2007 aux États-Unis a un effet de contagion très important sur l'Europe. Là, on ne va pas parler simplement de la France, on va parler de différents pays européens. Et en septembre-octobre 2008, toute une série de banques en Europe tombent en faillite et sont sauvées par les gouvernements. Moins en France qu'en Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse. Mais en France, quand même, l'État français apporte de l'argent aux grandes banques françaises. C'est-à-dire que ces banques à qui l'État français avait prêté à du 8%, et le président de la République s'est vanté ensuite, avec son ministre des Finances, que c'était une parfaite opération parce que ça avait eu un rendement, qui ne vous dit pas, c'est que ces banques, pour rembourser l'État français, empruntaient à la Réserve fédérale des États-Unis à 0,25% et à la Banque centrale européenne à du 1%. Et donc, pour rembourser des prêts anticipativement, des prêts octroyés à du 8%, c'est une très bonne opération d'accéder à d'autres institutions publiques qui sont la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale. Banque centrale européenne, qui ne prête pas aux États, elle ne prête qu'aux banques. Oui. Donc, là aussi, on a l'affaire suivante. On a sauvé des banques pour ce que les États ont injecté en capitaux dans les banques. Je parle bien une injection dans le capital des banques. Pas un prêt, mais une donation, si tu veux. Ça totalise en Europe, dans les 3 dernières années, 450 milliards d'euros. Et ça, c'est directement notre argent. Ça, c'est l'argent public. Voilà. Mais les États qui ont fait ça, ils n'avaient pas ça en caisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont émis des emprunts publics pour financer cela. Je te demande, qui a acheté ces emprunts publics? Ces banques qui venaient d'être sauvées, qui recevaient de l'argent frais, ont acheté ces titres, qui étaient des titres absolument sûrs, le titre des États, avec cet argent public. Je ne sais pas si tu vois l'arnaque qui est ce qui avait été frappant à l'époque, c'est qu'au moment où les États-Unis ou nous en France, mais en Europe, un peu partout, les pays frappés par cette crise, c'est qu'on a renfloué, nos gouvernements ont renfloué, comme on dit, les banques, sans contrepartie. On aurait pu penser, à ce moment-là, que ça donnait une occasion aux différents gouvernements de reprendre la main sur les banques, voire de nationaliser en partie, ou de reprendre le contrôle. Pas du tout, on a continué as usual. Or, ces banques venaient de démontrer, et démontrent depuis, qu'elles gèrent leurs fonds d'une manière parfaitement aventuriste, pour le profit maximum immédiat, en empruntant à court terme, pour faire simple, et en prenant des positions à long terme. Ça veut dire, j'emprunte à du 3 mois comme banquier, mais avec l'argent que j'ai emprunté à 3 mois, je vais le prêter ou l'investir dans des produits financiers à 5 ans ou à 10 ans. Je ne sais pas si tu vois le problème. C'est que tous les 3 mois, tu dois rembourser si tu as emprunté à 3 mois. Mais l'argent que tu as emprunté
tu l'as placé à 5 ans, à 10 ans, tu ne l'as pas. Donc tu dois constamment refinancer ta trésorerie pour rembourser de 3 mois en 3 mois. Et comment les banques ont-elles fait? En profitant d'une manne absolument fabuleuse d'argent fourni par la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne. La Réserve fédérale des États-Unis a prêté 13 000 milliards de dollars en 3 ans. Et les banques françaises, notamment, et d'autres banques européennes, sont allées se financer aux États-Unis à du 0,25% comme taux. Tu vois l'opération extraordinaire parce que dans le même temps, les États européens qui avaient sauvé les banques et qui étaient confrontés à la crise et qui voyaient en conséquence de la crise provoquée par les banques, cette crise a bien été provoquée par une crise bancaire massive aux États-Unis, le subprime et en Europe, les recettes fiscales ont diminué fortement, là comme conséquence de la crise. Donc il fallait de plus en plus emprunter. Et donc en 2008, 2009, 2010, on a une nouvelle explosion de la dette publique. Okay ? Et les banques utilisent alors des emprunts, de l'argent fourni à 0,25% ou à 1% pour le prêter aux États qui, alors là, si on passe de la France, elle va rembourser à du 2%, 2,5%, 3%, ça dépend la maturité de son emprunt. Mais la Grèce, pour emprunter à 3 mois, maintenant, elle paye du 5 ou du 6%, à 3 mois ou à 6 mois. Mais si un banquier emprunte à 0,25 et prête à 3 mois ou à 6 mois à du 5%, tu vois le pognon que ça fait quand même. Moi, j'appelle ça de l'enrichissement tout à fait abusif, un taux usuraire. Donc là, on est en train de vivre une situation dans laquelle les banques, en 2008, 2009, jusqu'au début 2010, recevant de l'argent de la Réserve fédérale des États-Unis et de la BCE à très bas coût, se sont défaits de toute une série de titres comme des subprimes à toute vitesse. Ils ont essayé de s'en défaire. Ils n'ont pas réussi à s'en défaire complètement. Il y a énormément d'actifs toxiques dans les comptes des banques, mais ils ont essayé quand même de s'en débarrasser. Et ils ont remplacé ça, jusqu'au début 2010, par des titres publics grecs, portugais, irlandais et d'autres États qui étaient considérés comme le plus sûr du plus sûr. Parce que ces banques doutaient des autres banques, doutaient des entreprises privées, et donc l'État, ça c'était du sérieux. Mais comme on a énormément prêté à la Grèce, je donne l'exemple suivant. En Grèce, en octobre 2009, la Grèce émet un emprunt à 3 mois et elle propose 0,35%. C'est très bas, 0,35%. 0,54% à 6 mois et 0,94% à 1 an. Et pour l'emprunt à 6 mois qu'elle veut faire, elle demande 1 500 millions. Elle vend des titres pour 1 500 millions. Et les banques lui proposent à 0,54% à 6 mois pour 7 500 millions. C'est-à-dire que les banques, notamment les banques françaises et allemandes, ont jeté littéralement à la tête du gouvernement grec de l'argent qu'elles pouvaient prêter à 0,54% à 6 mois parce qu'elles l'empruntaient à la Réserve fédérale des États-Unis à 0,25%. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On a tellement jeté de l'argent à la tête de la Grèce qu'à un moment donné, sa dette publique augmente aussi. Et en mars-avril 2010, Goldman Sachs et les autres disent « Ah, le pourcentage d'endettement de la Grèce a atteint une situation intolérable, insoutenable. Les agences de notation disent « On dégrade la Grèce ». Et là, les attaques spéculatives contre la Grèce commencent et les taux d'intérêt que doit payer la Grèce, qui était ridiculement bas 1 an avant, explosent littéralement, ce qui empêche dorénavant la Grèce d'emprunter au-delà d'1 an sur les marchés financiers. Si on est en décembre 2011, le taux que payerait la Grèce pour emprunter à 10 ans, c'est du 36%. Donc évidemment, la Grèce ne peut pas payer du 36% et elle n'emprunte pas à 10 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que la Grèce,
n'avaient plus accès au marché financier, et là se présente la Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Et ils disent à la Grèce, vous n'avez plus accès au marché, nous, on va être généreux avec vous, on va vous sauver, on va vous prêter pour 120 milliards d'euros à 7 ans, à du 5% et demi. Ils sont sympas, à du 5% et demi pendant 7 ans. Et évidemment, on vous prête ça, mais vous allez utiliser ce qu'on vous prête intégralement pour rembourser vos créanciers. Qui étaient qui? Les banques françaises et les banques allemandes principalement. Qui est-ce qui avait poussé la Commission européenne dans ses sommets à ce type de sauvetage? Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pas pour venir en aide à la Grèce, pour être sûr que les banques françaises et allemandes qui avaient prêté massivement à la Grèce sans regarder la solvabilité de la Grèce, pour être sûr qu'elle ne tombe pas en faillite. Mais en plus, on a prêté à du 5% et demi. Quand la France emprunte à de 2% et demi, c'est-à-dire, elle aussi, elle s'enrichit abusivement sur le dos de la Grèce. On parle de sauvetage de la Grèce, alors que la France prête à du 5,5, en empruntant de 2,5. L'Allemagne emprunte à du 1,86, elle prête à du 5,5. Mais c'est pas fini. C'est pas simplement qu'on prête à du 5,5 et qu'on dit qu'il faut utiliser entièrement l'argent pour rembourser les banques. C'est qu'on dit, on vous prête ça si vous appliquez un plan d'austérité, un plan d'ajustement structurel. Et qu'il a effectivement notre expérience comme CADTM de ce qui s'est passé dans le tiers-monde pendant 30 ans est très importante. Si tu regardes les différentes recettes du plan d'austérité imposé à la Grèce, c'est un décalque parfait des plans d'ajustement structurel imposés aux pays du tiers-monde depuis 30 ans, dont ils se sont débarrassés maintenant depuis 7 ou 8 ans. La plupart d'entre eux n'ont plus ces plans d'ajustement structurel. Mais c'est l'Europe qui a versé maintenant dans cette politique d'ajustement structurel, conduite par par une institution que les peuples du Sud connaissent parfaitement et qui s'appelle le Fonds monétaire international, qui avait disparu du terrain européen. La dernière fois que le Fonds monétaire international était intervenu en Europe, c'était en 1986 à l'égard du Portugal, et ça laissait un très très mauvais souvenir aux Portugais. Et après ça, le FMI n'est plus intervenu que dans les pays du Sud, ou dans les pays de l'ex-bloc soviétique, une fois que le bloc soviétique a implosé. Et donc le FMI, dont plus personne ne voulait, les gouvernements du Sud ne voulaient plus du FMI, ils remboursaient anticipativement en disant on veut plus vous voir, ils savaient plus où trouver des clients, et voilà que se présente ça tombe très bien la crise. En fait, le FMI va très bien quand il y a une très grosse crise, parce qu'il vient alors avec de l'argent face à des pays qui n'ont plus accès aux marchés financiers, aux banques, qui leur prêtaient jusque-là massivement, et il dit, voilà, je viens vous rendre service, mais vous allez appliquer ma politique. Cette politique a été parfaitement néfaste dans les pays du Sud, et ils vont mieux depuis qu'ils l'ont abandonnée, et maintenant, on l'applique en Europe, et ça va avoir les mêmes effets. Alors, en résumé, je pense qu'il faut avoir adopter des critères politiques concernant la dette publique. L'essentiel de la dette publique est illégitime, parce qu'elle a été accumulée dans le cadre d'une politique qui a favorisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seule classe sociale, qui est une infime minorité de la population, au détriment du reste de la population, premièrement. Deuxièmement, elle est illégitime parce qu'elle a été augmentée par le sauvetage des banques, et comme tu l'as dit, les États qui ont sauvé les banques n'ont posé aucune condition et n'ont pas repris le contrôle des institutions bancaires. Dexia, l'État français l'a sauvé avec l'État belge en octobre 2008. On a laissé Dexia, avec un Français à la tête, Pierre Mariani, dilapider les fonds qu'on avait injectés en son sein en 2008, et Dexia est retombé en faillite début 2011, et on l'a sauvé une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a de plus illégitime que cette politique qui consiste à aider des banquiers sans leur fixer des conditions et à chaque coup devoir utiliser des fonds publics pour les sauver? Ça, c'est le deuxième. Troisième raison de l'illégitimité, les recettes fiscales ont baissé à cause d'une crise provoquée par les banques et la déréglementation financière,
Et donc, on a aussi dû augmenter l'endettement public. Et quatrièmement, un autre facteur d'illégitimité, c'est que dans le cadre européen, et en particulier de la zone euro, les États ne peuvent pas emprunter à la Banque nationale de France, à la Banque nationale de Belgique, à la Banque de Grèce ou à la Banque centrale européenne. Dans le cadre de la construction européenne, et en particulier de l'eurozone, les constructeurs néolibéraux de cette ont bouclé l'affaire, mis un verrou. On dit c'est les banquiers qui ont le monopole du crédit aux États. Et donc les États doivent emprunter aux banquiers. Mais je te pose la question, les banquiers, eux, ils se financent où? Ils se financent auprès de l'institution publique qui s'appelle la Banque centrale européenne. C'est là qu'ils se financent. Ou bien, avec les dépôts, les gens qui reçoivent en début de mois leur salaire sur leur compte en banque, ils prêtent à leur banque. Et la banque ne les rémunère pas sur leur compte courant pour le prêt que fait pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois le travailleur ou le chômeur ou l'allocataire social français. Donc ces banques se financent d'une part du côté des institutions publiques, bancaires, et d'autre part du côté du public, et ont le monopole du prêt, du crédit aux finances publiques. Et là, ils font monter, ils font du chantage, et là, les agences de notation leur viennent en aide pour dire « Ah, on va vous enlever une des 3 lettres du triple A, ou on va mettre un petit moins à côté du triple A, et ça va faire augmenter les taux d'intérêt que l'État devra payer. » Donc, là, je parle réellement d'une arnaque impressionnante qui a comme conséquence que cette dette publique, elle est illégitime. Et qu'il faut donc, par un audit citoyen, il faut que les citoyens et citoyennes françaises et dans les autres pays d'Europe constituent des collectifs locaux pour rompre le tabou de la dette et se poser les bonnes questions, mettre à nu le système de la dette. La dette ou la vie. Alors on retrouve Éric Toussaint. Cette dette publique, elle est illégitime. Il faut donc, par un audit citoyen, rompre le tabou de la dette et se poser les bonnes questions, décider de ne comment pas mesurer cette dette. Alors, décider de ne pas la payer. Oui. Mais dans une dette publique, il y a une partie de la dette qui est légitime. Tu as travaillé sur la dette de l'Équateur. Vous avez fait des audits, vous avez des experts de la finance comme toi sont venus, ont épluché tous les comptes de l'Équateur et vous êtes aperçu que 70% de la dette de l'Équateur n'était pas légitime. Pour ce qui concerne nos pays, et notre pays, la France par exemple, comment est-ce qu'on peut établir la partie légitime de la dette et la partie illégitime de la dette? Ça nous intéresse d'autant plus que le remboursement de la dette, les intérêts de la dette, le service de la dette en France est le premier budget. Exactement. Et le premier budget avant l'éducation nationale, oui. et que ce budget du service de la dette publique française ne fait l'objet d'aucun débat public. Alors quelle est la partie légitime et illégitime prenant la dette française? Je pense que c'est par un audit citoyen, justement pour mettre à nu le système de la dette. Comment la dette a augmenté? À qui emprunte-t-on? À quel taux? Est-ce qu'il y avait d'autres choix politiques qui pouvaient être faits? Que représente le sauvetage bancaire, son impact sur l'augmentation de la dette publique? Que représentent les cadeaux fiscaux faits aux plus riches comme impact sur la dette publique en termes de nécessité de recours aux emprunts publics? Toute une série de questions, je peux allonger la liste, que tout le monde peut se poser et qui ne demandent pas de percer des secrets d'État. En fait, on peut parfaitement analyser le processus de la dette française ou des autres pays européens en se basant sur toute une série d'informations accessibles pour tout le monde. Bien sûr que si on a accès en plus à de la documentation secrète, tenue au secret par les banquiers, par le ministère des Finances, par la Banque nationale de France et par des institutions européennes, ça nous révélerait des choses tout à fait intéressantes, impressionnantes. Mais on n'a en fait pas besoin nécessairement de percer des coffres pour
se faire une opinion, adopter des critères. Moi, je te dirais que je pense que l'essentiel de la dette publique aujourd'hui, pas loin des 100%, pour moi, je la considère comme illégitime. Maintenant, c'est pas moi qui veux fixer les critères. C'est les gens qui, par une opération d'analyse et de discussion et de débat, où ils vont entendre différentes opinions, vont adopter leurs critères. Alors formellement, cet audit, il peut ressembler à quoi? Ça veut dire que dans vos villes, dans vos villages, réunissez-vous et constituez des audits, des commissions d'audit. Daniel, en fait, il y a 2 mois a été lancé un appel pour un audit citoyen en France. Il a été signé via Internet par plus de 40 000 personnes au cours des 2 derniers mois. Il y a un site qui s'appelle Audit Citoyen qui est disponible. Et il y a des collectifs locaux qui viennent de se constituer dans les 2 derniers mois dans à peu près tous les départements français. Ça commence. La grande presse en parle pas encore. Et puis il y a des tas d'associations derrière. Il y a Attac, il y a le CADTM France, il y a une série d'organisations syndicales, la CGT Finance, le SNUI, mais il y a aussi le DAL, Droit au logement, participe à ce collectif. Et les partis politiques. D'organisations politiques. Le Front de Gauche, le NPA, Vert Écologie, le PS y est pas. L'UMP non plus. Le Front National non plus. D'ailleurs, ils sont pas invités, je dis tout de suite. Oui. Et pourquoi pas le PS? Ça peut nous je intéresser. parlais de... Pourquoi pas le PS? Parce que, soyons francs, c'est clair que ce tabou, si il est aussi important, c'est que c'est non seulement une position des néolibéraux, c'est une position des sociolibéraux. Les leaders socialistes, ils ont été aux affaires à la gestion. Ces 25 années de politique quand même de cadeaux fiscaux pendant ces 25 années en France, eh bien les socialistes français ont été au gouvernement pendant une partie. Donc ce n'est pas que la droite, c'est aussi ce que j'appelle les sociolibéraux qui ont participé tout à fait de cette politique. D'ailleurs, c'est tellement vrai que en Grande-Bretagne, c'est Gordon Brown, c'était les travaillistes, Tony Blair et Gordon Brown qui ont mené cette politique. En Espagne, c'est Zapatero, un socialiste. Le chef du gouvernement grec jusqu'à pas longtemps, c'était Georges Papandréou, un socialiste. Donc le président de l'Internationale socialiste. Je veux dire certainement que si des responsables socialistes se présentent, ils doivent s'attendre à entendre des critiques pour leur gestion. Éric Toussaint, supposons que ce grand audit citoyen arrive vraiment à déterminer précisément qu'il y a une partie de cette dette qui est illégitime ou totalement ou presque ou en partie, enfin peu importe. Est-ce que ça resterait quelque chose de symbolique ou est-ce que ça peut rentrer dans les actes? C'est quelque chose qui doit absolument rentrer dans les actes. En fait, l'audit citoyen, c'est un instrument à la fois de prise de conscience pour rompre un tabou et de mobilisation. Parce qu'à partir du moment, évidemment, on fait l'exercice de l'audit et qu'on considère que la dette est largement illégitime, on se mobilise pour dire on ne paye pas la dette. On suspend le paiement de la dette et... Si on ne le paye pas, ce sera au détriment de qui? Alors, pour moi, c'est très simple. Les petits porteurs de titres, ils se présentent et on les rembourse à 100%. Il n'y a pas de problème. Les institutions financières qui détiennent ces titres, elles ne seront pas remboursées. Point. On annule. Et donc, tu me diras, oui, mais alors c'est la faillite de ces banques. Mais il faut... Ces banques, est-ce qu'on est bien conscient qu'elles sont réellement, depuis 3 ans, au bord de la faillite? Est-ce qu'on s'en rend bien compte? Et qu'il est largement temps et c'est ce qui est combiné pour moi au non-paiement de la dette, il faut transférer à nouveau tout le secteur bancaire capitaliste dans le domaine public. Et donc sans indemnisation. C'est-à-dire, si quelque part, si tu déclares la faillite des banquiers, qu'est-ce que tu dois faire? C'est garantir les dépôts des épargnants. Parce que là, c'est la population française. Ça, tu l'as garanti. Tu dis, l'État reprend cette banque. Les autres créanciers qui sont les entreprises, d'autres entreprises financières qui sont créancières de la banque, c'est terminé, ils ne reçoivent pas, mais les déposants qui sont des créanciers de la banque, ils ont prêté à la banque, eux, on protège leur épargne.
ils ont accès à leur compte, d'accord? Donc on met sous statut public, on transfère dans le domaine public les banques et on efface les dettes, et les dettes, on les efface comme dettes et on les efface comme créances du côté des créanciers. Et il faut savoir que depuis 3 ans, les banques ont effacé dans leur livre de compte, si je prends les pays les plus industrialisés, pour 1500 milliards de dollars. Parce que là, on compte en dollars parce que ça inclut les banques américaines. Là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont renoncé à des créances parce que ces créances, c'était des produits toxiques, notamment des produits dérivés du marché des subprimes aux États-Unis. D'accord? Donc si elles ont fait ça, et sans se remettre à flot, elles sont tenues à bout de bras par la Banque Centrale Européenne et par la Réserve Fédérale des États-Unis, il est temps de dire, écoutez, on siffle la fin du jeu et l'État reprend le contrôle des banques et assure leur assainissement, mais sans la moindre compensation ou indemnisation des gros actionnaires. Rien du tout. Alors voilà le détriment. L'avantage, c'est que le budget français se verrait allégé dans ses dépenses de ces 46 milliards, je crois, d'euros chaque année payés pour une partie de ces 46 milliards, payés au titre des intérêts. Et là, on pourrait peut-être reprendre quelques enseignants, on pourrait ouvrir peut-être quelques maternités. Mais c'est ça l'objectif, en fait, parce que l'objectif, ce n'est pas une sorte d'objectif moral, de dire parce que c'est illégitime, on supprime. Bien sûr qu'il faut supprimer parce que c'est illégitime, mais c'est aussi parce que ça permet à l'État, du coup, de retrouver tout à fait une marge de manœuvre, une marge financière pour relancer l'économie. On ne paye pas la dette publique qui est illégitime, on transfère dans le secteur public les institutions financières, ce qui permet aussi au pouvoir public, en ayant les institutions financières, d'avoir un outil d'investissement public avec des fonds, d'accord? Et on augmente les dépenses publiques également. Et on fait bien sûr une réforme fiscale qui remet là aussi de la justice sociale dans la collecte des impôts.